suis généralement préoccupé par des questions de territoire et de paysage essentiellement, voir comment donner une image du monde, donc comment restituer la complexité de ce qui nous entoure, sachant que le paysage souvent c'est le grand, c'est le beau, etc. Et ce que je trouve qui est très très peu documenté, c'est justement la vie de tous les jours. Les petits interstices du paysage. Généralement, ma méthode pour observer le paysage, c'est la lenteur. Alors cette lenteur, on la trouve comment? Soit en s'asseyant, ce qui n'est pas assez dynamique pour moi, mais en marchant. Et donc ma pratique de la marche fait que j'examine généralement des portions de territoire plus ou moins grandes en pratiquant la marche quasiment tous les jours de façon effrénée, parce que ça permet de déconstruire et surtout d'analyser comment les choses sont greffées les unes aux autres. J'ai un fonctionnement interne assez complexe et donc j'aime bien, quand j'ai une idée, aller au bout de cette idée et pas lâcher tant que j'ai pas évacué totalement et exploité toutes les possibilités d'une idée. Et donc parfois je me perds complètement dans mes projets, je m'engage pour 2-3 mois et puis finalement ça se termine 8 ans plus tard, comme mon projet précédent où j'ai marché 2600 km à pied et j'ai réalisé autant de vidéos. Donc tout d'un coup j'étais dans quelque chose d'absolument énorme et toutes les phases de travail prennent un temps complètement fou. L'archivage, le visionnage, la documentation, la mise en œuvre, la recherche de fond, la traduction en installation, en livre. Et donc oui, souvent je suis pris par une mécanique qui me dépasse. Et ce qui me fascine, c'est l'acte de décrire. En fait, si on peut référer à la littérature, on pense à Georges Perec, qui a fait un livre qui s'appelle La vie mode d'emploi, qui est une déconstruction de la façon de décrire le grand, le petit, comment articuler tout ça dans quelque chose d'absolument gigantesque. Et moi, ce qui me fascine, c'est ça. Ce sont les encyclopédies, ce sont les listes, ce sont les procédés routiniers, rituels. Et donc, c'est en ça que je me rattache aussi à l'art conceptuel. C'est-à-dire, j'ai une idée, j'aime bien que cette idée m'implique vraiment, à la fois mentalement, physiquement. Et puis je vais jusqu'au bout, j'abandonne pas, je me retourne pas, même si l'idée est absurde. Et plus, plus on continue à soutenir cette idée absurde, plus elle finit par prendre un sens. Généralement, j'ai tendance à tout faire rentrer, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui aime pas faire des tris en cours de route. Je choisis avant ce qui rentrera, ce qui ne rentrera pas, et c'est au moment où, si je réalise des photos, c'est au moment de prendre la photo que je me dis, ok, ça a du sens, ça fera partie. Alors, il y a un choix qui se fait pour des erreurs techniques, etc., mais grosso modo, je ne jette pas. C'est comme un programme informatique qu'on lance, on a écrit tout un script ou tout un truc hyper complexe, on lance le machin, et puis on espère que ça se plante pas et on voit ce que ça va donner. J'adore l'aléatoire, le désordre. Et c'est ça qui est intéressant avec l'idée, c'est que l'idée est extrêmement précise dans sa formulation, mais ce qu'on obtient est complètement débordant et complètement surprenant. Et donc c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est surprenant à un niveau personnel, tout n'est pas fascinant pour tout le monde. Ce qui peut fasciner, c'est justement cet engagement total de se mettre en route dans un processus où on perd vite pied. Je m'étais rendu compte avant le Covid qu'il y avait énormément de déplacements en Europe. Les gens prenaient un avion, faisaient 1500 km en avion et finalement ça coûte moins cher qu'un restaurant. Et donc il y a un décalage qui est créé par le déplacement et tout d'un coup ça crée un appel d'air. Les gens qui habitent le Nord sont à la recherche d'un temps plus clément, etc. et se disent il suffit de prendre un avion, je suis à Marseille, je suis à la Côte d'Azur, je suis au sud de l'Espagne, je suis en Italie. Et tout d'un coup, il y a une consommation qui est encore renforcée. Elle naît depuis les années 60. Depuis les années 60, les individus voyagent, ont des jours de congé qui sont payés globalement. Et donc, il y a le tourisme qui s'est développé depuis les années 60. Et depuis lors, les gens rêvent d'un ailleurs. Et on se rend compte que les gens du Nord, alors il n'y a pas que les Belges comme dans mon cas, mais il y a aussi les Parisiens, les gens de Lille, etc., ont besoin de créer ce décalage. Et puis très souvent, cherchent une seconde résidence. Cette seconde résidence se trouve généralement à la montagne ou en littoral. Et bon, sur les zones littorales, en Bouches-du-Rhône, mais surtout dans le Var et en Alpes-Maritimes, il y a quand même énormément de cas de seconde résidence vide 10 mois par an. Et c'est pas pour faire la critique de ça que je voulais travailler là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est que je suis intimement convaincu. Après, j'attends les preuves contraires et je suis capable de réadapter ma perception aussi en fonction de ça.
c'est que je suis convaincu qu'on n'est pas les mêmes personnes chez soi, dans le pays d'origine, et là où on arrive. Que en sortant de l'avion ou en arrivant dans son deuxième chez soi, on se transforme. On mange différemment, on change éventuellement d'accent, on s'habille différemment, on s'équipe différemment, on gère son temps différemment. Pas nécessairement vacances, pas vacances, mais on fait corps avec ce nouvel endroit. Et donc la question qui s'est vite posée, c'est que c'est en fait une forme primaire et agréable d'exil. Alors quand on pense à Marseille, c'est une ville d'exil, c'est pas un exil qui est toujours aussi heureux. À Marseille, il y a quand même eu énormément de vagues successives d'exil, les Corses, les Italiens et puis les gens d'Afrique subsaharienne. Je crois que les derniers exodes qui ont marqué la ville de Marseille, c'est l'arrivée des Comoréens et des Algériens dans les années 50-60. Et je me suis dit, on ne peut pas comparer les deux formes, évidemment. Ce sont des raisons extrêmement différentes. Il y en a une, c'est une nécessité vitale, et l'autre, c'est un caprice, c'est une utopie. Mais dans ces deux formes d'exil, il y a quelque chose en commun. C'est qu'il faut lâcher quelque chose, l'annoncer, prendre des décisions plus ou moins rapides, voyager. Est-ce qu'on voyage léger ou est-ce qu'on emmène tout avec soi? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on laisse au souvenir? Quel est le récit qu'on va présenter? Est-ce qu'on se transforme en voyageant? Et puis quand on arrive dans le lieu, comment est-ce qu'on s'intègre ou on ne s'intègre pas? Est-ce que c'est nous qui choisissons de nous intégrer ou est-ce que c'est le contexte qui nous intègre? Et donc qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et j'ai eu la preuve aujourd'hui que des gens venus du Nord avaient cette difficulté aussi de s'accrocher à cet endroit dont ils rêvaient. Et on fait face à plusieurs années de rejet avant de trouver miraculeusement la voie de se connecter à ce nouvel environnement. Et donc ça, c'est la recherche première. En arrivant à Marseille, je me suis dit il faut partir à la découverte de cette ville. Donc je me suis imposé de faire un tour intuitif de la ville de Marseille, en essayant de faire le tracé de ses limites, mais par la perception. Donc sans carte, je suis parti au Vieux-Port, j'ai longé par le nord vers l'Estac, et j'ai cherché jour après jour ce qui me semblait être les limites apparentes de la ville. J'avais avec moi un appareil photo pour prendre des notes. Alors il ne s'agit pas d'un projet photographique, je n'aurais pas cette prétention avec ce travail-là, c'est beaucoup trop exotique les premiers jours où on rencontre une ville que pour être intéressant. Mais au moins j'ai ce tracé GPS. Donc je sais exactement le chemin que j'ai pris et puis je peux le comparer aux limites administratives de la ville et voir où sont les décalages et expliquer pourquoi ils sont là, ces décalages. Tout d'un coup, on fait un détour de 15 km parce qu'il y a une base militaire à laquelle on ne s'attendait pas en plein milieu des Calanques. Et donc c'est tous des obstacles sur lesquels on bute à Marseille. Et en faisant ce tour, qui m'a mis 12 jours, j'ai été fasciné de remarquer que c'était une ville dans laquelle je ne pouvais pas fonctionner normalement. Je ne peux pas venir ici et avoir un projet conceptuel dur de dur et négliger tout ce qui s'y passe. Il y a un contexte qui est tellement spécifique qu'il faut se servir de ce contexte et en faire quelque chose. Et donc depuis lors, j'ai un peu dévié de ma première voie. Et je rencontre des anthropologues, des sociologues, des artistes ou des gens qui ont choisi de venir à Marseille pour essayer de comprendre quelles sont les mécaniques en jeu, comment se sont faits les différents quartiers, quel est le lien à la ville, qu'est-ce qu'ils regrettent, qu'est-ce qu'ils ne parviendront jamais à faire ou qu'est-ce qui les rend heureux. Et donc c'est des questions assez transversales, mais qui me font aller vers une nouvelle phase de travail encore à venir où je vais finir par produire quelque chose. Ça risque d'arriver un jour. Je suis très content d'avoir fait ce tour de Marseille parce que ça, je me dis, c'est quelque chose que je pourrais faire n'importe où. Dès qu'il y a une nouvelle ville, refaire cette même approche lente, d'abord observer avant d'essayer de comprendre et d'avoir les histoires vraies qui viennent vers soi. Qu'est-ce qu'on comprend en voyant? Dans le cas de Marseille, c'était intéressant. Les premières confrontations que j'ai eues, évidemment, il y a la saleté, le bruit, des choses qu'on entend tous les jours. Mais je vois aussi de quelle façon l'urbanisme conditionne les choses, conditionne un cloisonnement, la séparation des quartiers, comment c'est un urbanisme et un mobilier urbain qui contraint, qui empêche de faire les choses parce que les règlements ne suffisent pas. Donc il faut mettre des poteaux. Alors je ne sais pas combien il y a de poteaux à Marseille, il doit y en avoir des milliers. J'aimerais bien faire un tas de tous ces poteaux, ça doit être absolument génial, mais pour empêcher que les gens se garent sur les trottoirs.
Et donc, il y a un mobilier enfin une énergie folle qui est déployée dans l'empêchement. Et empêchement de voir, empêchement de traverser, empêchement de faire quelque chose, de s'arrêter. Et parfois des poteaux qui protègent d'autres poteaux. Enfin, on a l'impression qu'il y a quelque chose de complètement kafkaïen, une énergie. Il y a un ministère du poteau, à mon avis, à Marseille. J'ai rencontré ces personnes et je me suis rendu compte qu'il y aurait beaucoup de pertes d'informations. Donc ce que je me suis permis de faire en leur demandant à chaque fois, c'était de les enregistrer. Comme ça, j'ai le son de la voix, je sais comment le contact est établi et je ne perds rien de tous les détails qui sont arrivés. Chose très différente quand on interviewe quelqu'un et qu'on prend des notes. Très vite, on fait un schéma et 3 semaines après, on ne se souvient plus de rien. Et donc j'ai tous ces témoignages qui vont me servir à dresser un observatoire un peu objectivé par le nombre de personnes que j'ai rencontrées, donc une sorte d'observation de Marseille, qui va me servir de point de départ lors d'une prochaine étape de travail, de faire une proposition plastique. Pas juste une observation ou une critique. Je suis pas la bonne personne pour venir à Marseille et donner des leçons à Marseille. Je pense qu'il y en a à donner, mais c'est pas à moi à les formuler. Je pense qu'il y a suffisamment de forces vives ici qui travaillent sur des sujets avec toute leur complexité. Mais par contre, faire une proposition qui soit de l'ordre de la construction ou de la déconstruction, ou d'essayer de voir comment, par une proposition peut-être utopique, on peut essayer de réparer quelque chose. Et donc c'est dans cette idée-là que je suis en train de rechercher quelque chose, même si j'ai pas enfin oui, j'ai des pistes de travail, mais qui doivent prendre forme et donc qui doivent se concrétiser. Je compte beaucoup sur le temps aussi pour séparer ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas.